Un tuyau de cuivre dépasse de la terre, au milieu de notre potager. Cela a coûté 1,97 $. Nos voisins le fixent du regard depuis des mois. Ce qu'ils ignorent, c'est que le tuyau n'est que la dernière pièce d'un ensemble bien plus vaste. En dessous se cachent deux couches invisibles, et ensemble, ces trois couches accomplissent quelque chose qu'aucun sac d'engrais n'a jamais fait. Le lit s'arrose tout seul. Il protège nos tomates du mildiou. Elle génère une charge électrique mesurable qui repousse physiquement les limaces. Et elle devient plus fertile chaque année, et non moins. Nous n'avons pas inventé cela. Une version de cette plante nourrissait toute une civilisation en Amazonie il y a 2000 ans. Un horloger écossais a prouvé la partie électrique du problème. En 1841, un professeur français a découvert par hasard la partie antifongique en 1885 et une équipe de l'université Northwestern a confirmé la partie biologique l'année dernière. Il ne s'agit pas de 4 astuces distinctes. Ce sont 4 éléments d'un même système. Un système discrètement marginalisé par une industrie qui prospère lorsque les sols restent appauvris et que les jardiniers reviennent sans cesse. Le portefeuille bien ouvert. Mais avant de vous dévoiler le système complet, si vous en avez assez de payer pour des engrais toxiques, nous avons préparé pour vous un plan de récolte Z gratuit. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent tout ce que vous connaissez et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de nos lecteurs a utilisé cette astuce avec l'engrais à l'intérieur et son jardin a doublé de taille par rapport à celui de ses voisins. Pour accéder instantanément au plan détaillé de cette astuce de jardinage hebdomadaire oubliée, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran dès maintenant. Si vous regardez la télévision, ouvrez simplement l'application appareil photo de votre téléphone et placez-le contre l'écran. Un bouton jaune devrait apparaître. On pourrait se contenter de vous montrer comment enterrer un tuyau de cuivre et appeler ça une vidéo. Mais le tuyau ne fonctionne aussi bien que grâce à ce qui se trouve en dessous. Si l'on nommait les couches inférieures, on construit un toit sans mur. Alors voilà comment ça se passe. Nous allons vous montrer chaque couche de bas en haut, le principe scientifique qui la sous-tend, l'histoire qu'elle renferme et la manière exacte de les empiler. Quand on en arrivera au tuyau de cuivre, vous comprendrez non seulement ce qu'il faut construire, mais aussi pourquoi cela fonctionne si bien qu'une industrie entière préférerait que vous ne le découvriez jamais. Commençons par le bas. En Allemagne et en Europe de l'Est, les agriculteurs enterrent du bois sous leurs plates-bandes depuis des siècles. Ils appellent ça la culture hugale. Cela signifie culture sur tertre. Cette technique a été popularisée par un agriculteur autrichien nommé Seb Holzer, qui a aménagé des jardins productifs à des altitudes alpines où tout le monde disait que l'agriculture était impossible. Mais la pratique elle-même est bien plus ancienne. Les agriculteurs de toute l'Europe centrale le faisaient depuis des générations sans manuel ni nom. Enterrer le bois. Observez ce qui pousse. La méthode est simple. Creusez une tranchée ou empilez des rondins sur le sol. Empilez les branches, les feuilles et le compost par-dessus. Recouvrez le tout de terre et plantez-y. C'est ensuite que la science commence à se complexifier. Le bois enfoui commence à se décomposer. En se décomposant, il absorbe l'eau comme une éponge. Une seule grosse bûche peut contenir plusieurs fois son propre poids en humidité. Pendant les périodes de sécheresse, cette eau stockée retourne dans le sol environnant, maintenant les racines hydratées sans une seule goutte d'eau provenant d'un tuyau d'arrosage. Les jardiniers qui construisent ces plates-bandes avec suffisamment de bois rapportent qu'elles n'ont plus besoin d'être irriguées après la 2e année. Un parterre de jardin qui s'arrose tout seul, grâce à l'eau de pluie stockée et libérée lentement par du bois en décomposition. Pas de tuyau d'arrosage goutte à goutte, pas de programmateur, pas de facture d'eau. Mais l'humidité n'est que le début. Le processus de décomposition génère de la chaleur. Des milliards de micro-organismes digérant le bois
produisent de l'énergie thermique comme sous-produit. Et la température à l'intérieur d'un tronc en décomposition peut être supérieure de plusieurs degrés à celle du sol environnant. La saison des plantations arrive plusieurs semaines plus tôt, car le sol est plus chaud en surface. Les cultures sensibles au gel survivent plus longtemps en automne. Le bois chauffe le lit de culture de l'intérieur, créant un microclimat qui prolonge la saison de croissance dans les deux sens, sans consommer un seul watt d'énergie artificielle. Au fil des mois et des années, la décomposition du bois alimente une explosion de vie souterraine. Les champignons colonisent d'abord les troncs, envoyant des filaments mycéliens blancs à travers le bois, comme un réseau de communication souterrain. Les bactéries suivent. Les vers arrivent. Coléoptères, colamboles et acariens s'y installent définitivement. Le bois en décomposition devient un habitat, une ville où évoluent des organismes qui transforment la matière organique brute en forme directement assimilable par les racines des plantes. Un grand lit de culture hugale, construit avec des rondins épais, peut continuer à produire pendant une décennie, voire plus, avant que le bois ne se décompose complètement. Et quand cela finit par arriver, il ne reste qu'une terre profonde, sombre et friable, que les jardiniers décrivent unanimement comme le meilleur substrat de culture qu'ils aient jamais utilisé. La plate-bande devient plus fertile chaque année, et non l'inverse. Cela, à lui seul, remet en cause toutes les hypothèses sur lesquelles repose l'industrie des engrais. Et puis, il y a un aspect dont même les jardiniers expérimentés en culture hugale parlent rarement. En janvier 2024, une équipe de l'université Northwestern a publié une étude sur ce qu'ils ont appelé une pile à combustible alimentée par la terre. Il avait à peu près la taille d'un livre de poche et fonctionnait en captant les électrons libérés par les bactéries du sol lorsqu'elles digéraient la matière organique sous terre. Les mêmes espèces de bactéries qui colonisent chaque tronc enterré. Le même processus de décomposition qui alimente tous les lits de culture de haut jamais construits. Ce dispositif a une durée de vie supérieure de 120% à celle des technologies comparables de production d'énergie par le sol. Le chercheur, aujourd'hui décédé, affirmait que tant qu'il y aurait du carbone organique dans le sol pour que les microbes le décomposent, la pile à combustible pourrait potentiellement durer indéfiniment. Les piles à combustible microbiennes à base de sol ont été démontrées pour la première fois en 1911, mais l'équipe de Northwestern a été la première à en faire fonctionner une de manière fiable dans des conditions extérieures réelles, avec un sol à la fois humide et sec. Imaginez ce que cela signifie pour une bûche enfouie. Pourvu qu'il y ait du carbone organique dans le sol. Qu'est-ce qu'une bûche enterrée? Carbonate organique. Que font les bactéries lorsqu'elles le décomposent? Libération d'électrons. Que créent les électrons qui circulent dans un milieu conducteur? Courant électrique. Le bois en décomposition dans votre parterre de jardin est une batterie vivante. Elle coule sous toutes les forêts de la Terre depuis bien avant l'existence de l'homme. Personne ne l'a emballé parce que personne ne pouvait le vendre. Mais le bois seul pose problème. Les nutriments qu'il libère sont emportés par l'eau. La pluie transporte les minéraux dissous à travers le profil du sol et hors de portée des racines des plantes. La fertilité s'échappe, à moins que quelque chose ne la retienne. À 8000 km au sud de ces fermes allemandes nichées au cœur de la forêt amazonienne, des scientifiques ont découvert des parcelles de sol si noires qu'elles semblent avoir été teintes à l'encre. Les habitants l'appellent Terrapa de India, la terre noire des Indiens. Ces sols ne devraient pas exister. Le sol naturel de l'Amazonie est mince, acide et pauvre en nutriments. La chaleur tropicale décompose la matière organique si rapidement que presque rien ne s'accumule. Et pourtant, ici, entouré de certaines des pires terres agricoles de la planète, se trouvent des poches de terre si riches qu'elles produisent de la nourriture en continu depuis plus de 2000 ans, sans aucun apport chimique. La couche fertile atteint une profondeur de 2 mm. Il contient de 3 à 18 fois plus de carbone
que le sol de la jungle environnante. Aujourd'hui encore, des villageois brésiliens l'exploitent et le vendent comme terreau de première qualité. Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu pour savoir si ce phénomène était naturel ou d'origine humaine. Les archéologues ont ensuite découvert des tessons de poterie, des arêtes de poisson et la signature chimique caractéristique du charbon de bois produit délibérément dans tout le profil du sol. Les peuples autochtones de Amazonie l'avaient conçu intentionnellement. Ils prenaient du bois, le chauffaient dans des fosses à faible teneur en oxygène pour éliminer les huiles volatiles et produisaient du charbon de bois. Non pas des cendres, mais un solide carboné stable et poreux que nous appelons aujourd'hui biochar. Ils le broyaient, le mélangeaient à des restes de cuisine, des déchets de poisson, du fumier et des tessons de poterie, et l'incorporaient à leur potager depuis des générations. Avant que ces sites ne soient correctement documentés, la plupart des historiens niaient que l'Amazonie puisse abriter de grandes civilisations sédentaires. Ils regardaient la mauvaise saleté. Voici le détail qui devrait changer votre façon de penser au charbon de bois. 1 gramme de biochar à base de bois contient jusqu'à 300 ml de surface interne. Au microscope, le charbon de bois ressemble à un nid d'abeilles composé de minuscules tunnels et cavités creusées dans du carbone pur. Ces pores créent un habitat pour des milliards de micro-organismes qui décomposent la matière organique et apportent directement les nutriments aux racines des plantes. Les pores retiennent l'eau dans un sol sableux qui s'assécherait en quelques heures, et elles ouvrent les couches d'argile lourdes qui, autrement, étoufferaient les racines. Mais la propriété qui relie le charbon de bois au cuivre est d'ordre électrique. Le biochar possède une forte charge de surface négative. Sa surface est recouverte de groupes chimiques contenant de l'oxygène, qui lui confère ce que les pédologues appellent une capacité d'échange cationique élevée. En termes simples, il agit comme un aimant pour les ions nutritifs. Les particules chargées positivement, calcium, potassium, ammonium, zinc et magnésium, sont attirées vers la surface du charbon et y sont retenues au lieu d'être emportées par la prochaine averse. Un sol ordinaire laisse les nutriments s'infiltrer directement. Le biochar les capture et les stocke directement dans la zone racinaire. Et, point crucial pour ce que nous construisons ici, des études évaluées par des pairs et menées dans plusieurs pays confirment que l'ajout de biochar au sol augmente sensiblement sa conductivité électrique. Vous ne faites pas que fertiliser le sol avec des nutriments. Vous le transformez en un meilleur support électrique. Cette propriété unique fait le lien entre du charbon de bois ancien et une découverte faite par un horloger écossais en 1841. C'est là que l'histoire prend sa tournure la plus étrange. Il existe un autre détail concernant la terra prada qui la rend unique dans l'histoire de l'agriculture. Le sol se régénère de lui-même. Les agriculteurs brésiliens indiquent que la terra prada repousse DA environ 1 cm par an. Les scientifiques confirment que le biochar crée un environnement microbien tellement favorable que la communauté microbienne intègre continuellement de nouvelles matières organiques dans la structure du sol. Les feuilles fraîches tombent, les microbes les colonisent, les décomposent et incorporent le carbone à la matrice de charbon de bois existante. Le sol se régénère de lui-même sans intervention humaine. C'est tout le contraire de tous les systèmes agricoles utilisés aujourd'hui. En ajoutant du bois enterré sous le charbon de bois, vous alimentez le système par le bas, tandis que la nature l'alimente par le haut. La fertilité augmente au lieu de diminuer. Alexander Bain prit une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les enterra à environ 1 mètre de distance dans un sol humide et les reliait par un fil de fer. Le sol a produit environ 1 V de courant continu stable. Le zinc est plus réactif que le cuivre. Lorsque les deux métaux se trouvent dans un milieu contenant des ions dissous, le zinc commence à perdre des électrons.
Ces électrons circulent dans le fil jusqu'au cuivre, produisant un courant utilisable. Sous terre, le sol humide transporte des ions chargés entre les plaques pour fermer le circuit. Bahn utilisa ce courant pour alimenter la première horloge électrique au monde. Son brevet britannique numéro 8783 décrit chaque détail. L'appareil a fonctionné pendant des mois sans remontage, sans remplissage, sans entretien. Un simple courant léger puisé dans les réactions chimiques qui se trouvent sous ses pieds. En quelques années, les compagnies télégraphiques de toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe. Ils enterraient des plaques de cuivre et de zinc sous les stations relais et utilisaient le sol comme conducteur de retour. La méthode de retour par la Terre a permis de réduire de moitié la longueur du fil de cuivre nécessaire. Les gares de la ligne de chemin de fer reliant Édimbourg à Glasgow fonctionnaient grâce au courant puisé dans le sol. Mais voici le détail qui aurait dû déclencher une révolution agricole et qui ne l'a jamais fait. Les employés du télégraphe et les agriculteurs locaux ont remarqué que l'herbe qui poussait directement au-dessus des plaques enterrées était différente. Plus foncé, plus épais, plus grand. Et de loin, c'était suffisamment évident pour être remarqué de loin. Un chef de gare du Yorkshire a montré du doigt une bande de verdure luxuriante longeant une voie de retour enterrée. Alors que l'herbe de part et d'autre était ordinaire et pâle, cette observation s'est répétée à travers l'Angleterre et l'Écosse. Là où le sol conduisait un courant entre deux métaux enterrés, personne n'a publié d'article. Personne n'a envoyé de chercheurs. Personne n'a fait le lien entre l'herbe verte et la batterie enterrée. L'observation s'est transmise de bouche à oreille, puis a été peu à peu oubliée, mais pas complètement. En 1918, le ministère britannique de l'Agriculture a créé le comité d'électroculture pour étudier officiellement si la stimulation électrique pouvait augmenter les rendements agricoles. Le comité comprenait des physiciens, des biologistes et des ingénieurs électriciens. Ils ont mené des essais sur le terrain pendant près de 2 décennies en Angleterre et en Écosse. Leurs conclusions, réparties dans 18 rapports intermédiaires, documentaient ce que les télégraphistes avaient constaté de leurs propres yeux. Selon les propres termes du comité, les champs électriques ont eu une influence très marquée sur le développement de la croissance des plantes. Les résultats furent suffisamment significatifs pour qu'une question concernant les travaux du comité soit soulevée à la Chambre des communes en 1924 et consignée dans le Hansard, le compte-rendu officiel des débats parlementaires. Puis, en 1936, le comité fut dissous. Les rapports ont été déposés aux Archives nationales à Kew sous la référence MAF 33-13. Certains documents ont été classés confidentiels. David Kinahan, universitaire à l'University College London, a par la suite étudié les travaux du comité et a conclu que l'effet de l'électroculture était réel et que le comité avait été dissous en raison de pressions économiques. 1936 n'était pas une année choisie au hasard. C'était précisément la période où les engrais synthétiques se développaient à travers l'Europe et où les revenus issus de l'agriculture chimique s'accéléraient. L'une s'élève, l'autre est tranquillement enfouie dans les archives. Les preuves écrites sont toujours là. Les numéros de dossier sont enregistrés. La question parlementaire figure dans le compte rendu Hansard et un tuyau de cuivre à 2 $, posé dans un sol enrichi en biocharbon au-dessus de bois en décomposition, accomplit la même chose à une échelle miniature. Exactement ce que ce comité a passé 18 ans à documenter. Relions maintenant les 3 couches. Le bois enfoui se décompose, génère de la chaleur, stocke de l'eau et alimente une explosion de bactéries qui libèrent des électrons en digérant le carbone organique. Voilà votre moteur biologique. La couche de biochar se trouve au-dessus du bois, capturant tous les ions nutritifs libérés par la décomposition, retenant l'eau dans ses pores, abritant la vie microbienne dans ses galeries et augmentant la conductivité électrique du sol environnant. Voilà votre aimant à nutriments et votre pont électrique. Le tuyau en cuivre est placé dans la zone racinaire, en surface,
Dans un sol de jardin humide et légèrement acide, comme c'est naturellement le cas pour la plupart des potagers. La surface du cuivre se corrode lentement, libérant des ions cuivre 2+, dans le sol immédiatement environnant. Ces ions accomplissent simultanément trois choses documentées. Premièrement, ils acheminent le micronutriment cuivre directement aux racines des plantes sous la forme ionique que les plantes absorbent. Le cuivre est essentiel à la production de chlorophylle, à l'activation des enzymes et à la synthèse du lignine, qui renforce les parois cellulaires. Les plantes présentant une quantité suffisante de cuivre résistent mieux à la pénétration des champignons. Les tomates, les betteraves, les carottes, les oignons et les épinards ont tous des besoins en cuivre supérieurs à la moyenne. Deuxièmement, les ions cuivre créent une zone antimicrobienne localisée. C'est le même mécanisme que celui découvert par un professeur de botanique français nommé Pierre-Marie Alexis Millard Day dans un vignoble bordelais en 1885. Lorsqu'il remarqua que les vignes peintes au sulfate de cuivre pour dissuader les étudiants voleurs de fruits résistaient à une maladie fongique dévastatrice qui avait détruit toutes les vignes non traitées alentour. Son mélange, publié la même année, a permis d'augmenter les rendements de pommes de terre de 64% au cours d'une étude menée sur 20 ans dans le Vermont. La famine irlandaise des années 1840, qui a fait 1 million de morts, a été causée par le type même de maladie fongique que la bouillie bordelaise aurait permis d'éviter. La découverte de Millard est arrivée 40 ans trop tard pour l'Irlande. Troisièmement, la partie exposée du tuyau au-dessus du niveau du sol fait office de barrière passive contre les limaces et les escargots. Ce lien entre le cuivre et les mollusques remonte à plusieurs siècles. La marine britannique a standardisé le revêtement en cuivre sur l'ensemble de sa flotte dès 1780. La même réaction électrochimique qui protégeait la coque d'un navire de guerre empêche aujourd'hui une limace de traverser votre tuyau d'arrosage. Les limaces utilisent une protéine à base de cuivre, appelée hémocyanine, pour transporter l'oxygène. Contrairement aux mammifères qui utilisent l'hémoglobine à base de fer, cela les rend extraordinairement sensibles au cuivre externe. Lorsque le mucus d'une limace entre en contact avec du cuivre, les sels dissous agissent comme un électrolyte. Le cuivre fait office d'électrode et le corps de la limace, de l'autre. Cela génère une tension de 0,5 à 1 volt à travers l'animal, soit environ les 2/3 d'une pile AA. La limace se rétracte immédiatement et ne revient pas. Un seul tuyau, 3 fonctions éprouvées, aucun coût récurrent. Mais voici pourquoi on ne vous a jamais appris tout cela dans une jardinerie. Fritz Haber et Karl Bosch ont percé le secret de la production industrielle d'ammoniac en 1909. Dès 1913, la première usine était en service. Ce qui nécessitait autrefois des années de rotation des cultures pouvait désormais être livré dans un sac. En 1945, les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques. En 1975, ce chiffre avait dépassé les 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'industrie mondiale des engrais représente plus de 200 milliards de dollars par an. Le marché des pesticides représente 60 milliards de dollars supplémentaires. Les deux dépendent d'achats répétés à chaque saison. Un système permanent enfoui dans le sol n'avait pas sa place dans cette économie. La bouillie bordelaise, que n'importe quel agriculteur pouvait préparer à partir de 2 produits chimiques bon marché, a été remplacée par des produits synthétiques brevetés à partir des années 1930. Les premiers essais ont montré que les nouveaux composés n'augmentaient les rendements que de 23 à 35% par rapport à Bordeaux, tandis que Bordeaux seul permettait des augmentations de 64% par rapport aux cultures non traitées. Les produits de remplacement étaient souvent moins performants, mais ils généraient des revenus de licence. Le cuivre a été redéfini comme étant dépassé. La conversation est passée de la biologie des sols à la chimie des sols. Aujourd'hui, le cuivre est le 3e fongicide le plus utilisé au monde. La Californie, à elle seule, utilise 6 millions de livres par an. L'industrie sait que le cuivre fonctionne.
Ils préfèrent le vendre dans des bouteilles de marque. Dans l'Union européenne, les autorités plafonnent l'utilisation du cuivre dans les exploitations agricoles biologiques, invoquant des problèmes d'accumulation légitimes à l'échelle industrielle. Mais un tuyau libérant des traces d'ions dans un seul parterre surélevé est très différent d'une pulvérisation de 6 millions de livres. Maintenant, construisons-le. Tout d'abord, 3 règles de sécurité qui peuvent sauver votre lit si vous les suivez et le ruiner si vous les ignorez. Sécurité. N'utilisez jamais de bois traité sous pression. Il contient de l'arsenic et des composés de cuivre chromé conçus pour tuer la vie biologique. Et c'est exactement le contraire de ce que nous sommes en train de construire. N'utilisez jamais de bois de noyer noir. Elle libère une substance chimique appelée juglone qui est mortelle pour les tomates, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre et la plupart des autres légumes du jardin situés dans sa zone racinaire. Et n'utilisez jamais de bois peint, teinté ou verni. Ces revêtements contiennent des solvants et des métaux lourds qui s'infiltrent dans le sol où vous cultivez vos aliments. En utilisant exclusivement des bois durs propres et non traités, vous éliminez tout risque majeur. Il vous faut 3 choses: du bois mort, du charbon de bois concassé et un tuyau en cuivre. Première couche, les fondations. Creusez votre lit à 60 cm de profondeur. Disposez les plus grosses bûches et les plus grosses branches au fond. Le chêne, l'érable, le bouleau, les arbres fruitiers, le bois ou les chênes conviennent tous. Évitez le cèdre et le séquoia, qui se décomposent si lentement qu'ils bloquent le processus pendant des années. Le bois idéal a déjà commencé à s'assouplir et à laisser apparaître les premiers filaments blancs de la colonisation fongique. Cela signifie que le moteur de décomposition est déjà en marche. Comblez les interstices avec des brindilles et des copeaux de bois. Recouvrir d'une fine couche de feuilles, de tonte de gazon ou de déchets de cuisine pour l'apport d'azote. Ceci est votre réservoir d'eau, votre moteur thermique et votre pile à combustible microbienne. Deuxième couche, la zone du charbon de bois. Vous avez 2 options. La solution de facilité consiste à acheter un sac de charbon de bois dur en morceaux dans n'importe quelle épicerie ou quincaillerie. N'utilisez jamais de briquettes. Elles sont compressées avec des liants, des agents de remplissage et des produits chimiques pour briquets qui n'ont pas leur place dans un potager. La solution gratuite consiste à la fabriquer soi-même. Prenez un fût en acier ou une vieille poubelle en métal et percez 8 à 10 trous près du fond pour permettre la circulation de l'air. Remplissez-le de branches de bois dur sèches et de chutes de bois, non traitées uniquement. Éclairez le haut, pas le bas. On appelle cela une combustion à courant ascendant éclairée par le haut. Le feu brûle le bois de bas en haut, tandis que l'oxygène remonte par les trous, carbonisant le bois situé sous le front de flamme en charbon de bois au lieu de le réduire en cendres. Lorsque le bois est noirci mais conserve encore sa forme, arrosez-le entièrement d'eau pour arrêter la brûlure. Faites-le à l'extérieur, dans un endroit dégagé, loin des structures, des clôtures et de la végétation sèche. Gardez toujours un tuyau d'arrosage ou un seau d'eau à portée de main. N'essayez jamais cela dans un espace clos. Laissez le charbon refroidir complètement avant de le manipuler. Brûlez en toute sécurité. Quelle que soit la provenance de votre charbon de bois, concassez-le en morceaux de la taille de gravier. Avant d'enfouir du biochar, il faut le charger électriquement. Le charbon de bois neuf est avide de produits chimiques. Sa surface massive absorbera initialement les nutriments du sol environnant, privant temporairement vos plantes de nutriments au lieu de les nourrir. Faites tremper le charbon de bois concassé dans du thé de compost, du lombricompost dilué ou une émulsion de poisson dilué pendant au moins 48 heures. Cela gorge les pores de nutriments et de microbes bénéfiques, de sorte que le charbon actif commence à donner au lieu de prendre. Étalez ce biochar chargé sur une épaisseur de 4 à 6 pouces au-dessus de la couche de bois.
C'est votre aimant à nutriments, votre pont électrique et votre habitat microbien permanent. Il ne se décomposera pas. Il durera plus longtemps que le bois, le cuivre et probablement même que la clôture de votre propriété. Troisième couche, la zone racinaire. Recouvrez le charbon de bois de 15 à 20 cm de votre meilleure terre de jardin. C'est ici que vous plantez. Prenez maintenant un morceau de tuyau en cuivre de type M, d'une épaisseur de 12 à 18 pouces, dans n'importe quelle quincaillerie. Poncez légèrement la surface avec du papier de verre pour enlever la couche d'oxyde qui ralentit la libération d'ions. Percez des trous de 6 à 10 à 4 pouces dans les 2-3 inférieurs du tuyau pour augmenter le contact de la surface avec l'humidité du sol. Enterrez-le verticalement au centre du parterre en laissant dépasser 4 à 6 pouces au-dessus du niveau du sol. Cette partie exposée constitue votre barrière anti-limaces. La partie enterrée constitue votre système d'apport en micronutriments et votre bouclier antifongique. Un tuyau par lit de 4,8 pieds. Cuivre. N'en abusez pas. Le cuivre est un micronutriment et non un macronutriment. Plus n'est pas mieux. Vous pouvez également enfoncer un seul clou en zinc galvanisé dans le sol à une distance de 8 à 12 pouces du tuyau et à une profondeur de 6 pouces. Le zinc est un autre micronutriment essentiel aux plantes, nécessaire à la production de l'hormone de croissance auxine. L'humidité entre le cuivre et le zinc crée un circuit galvanique. La même réaction que Bann a documentée en 1841 et le sol enrichi en biochar entre eux constitue un électrolyte supérieur. Un multimètre appliqué contre les deux métaux devrait indiquer une tension comprise entre 0,8 et 1,1 volts. Limitez cela à une paire par plante. Un excès de zinc s'accumule, stresse les racines et nuit au vers de terre. Lorsque le clou est visiblement corrodé et que la tension chute en dessous d'un demi-volt, remplacez-le par un neuf. La face en cuivre dure des années. À quoi faut-il s'attendre, saison après saison? Durant le premier mois, le bois commence à absorber l'eau de pluie et le cuivre entre en contact avec l'humidité du sol. Au bout de 6 à 8 semaines, le sol près du tuyau fonce légèrement, car les propriétés antimicrobiennes du cuivre suppriment les agents pathogènes du sol. Les dégâts causés par les limaces diminuent immédiatement, car la barrière aérienne est efficace dès le premier jour. À la fin de la première saison complète, les plantes les plus proches du tuyau devraient présenter nettement moins de brûlures et d'infections que les plantes situées en bordure de la plate-bande. Au cours de la deuxième année, la couche de bois atteint son plein potentiel en tant que réservoir d'eau. De nombreux jardiniers font état de besoins en irrigation considérablement réduits. Le biochar continue de capter et de retenir les nutriments, enrichissant ainsi la zone racinaire mois après mois. À partir de la troisième année, la plate-bande commence à se comporter comme une terrapa, devenant plus fertile au lieu de l'être moins, produisant des rendements plus importants avec moins d'intrants. Mais ne nous croyez pas sur parole. Suivez vos résultats. Voilà ce qui distingue une expérience de jardinage d'un simple vœu pieux. Achetez un réfracteur bon marché et mesurez les valeurs de réfraction, en briques, sur les feuilles de vos plantes toutes les 2 semaines. Brix mesure les sucres dissous et les matières solides dans la sève des plantes, un indicateur direct de la densité nutritionnelle et de la santé globale de la plante. Des briques plus hautes signifient des plantes plus saines et plus résistantes aux parasites et aux maladies. Mesurez la tension de votre paire cuivre-zinc à l'aide d'un multimètre numérique de base. Appuyez une sonde sur le cuivre et l'autre sur le zinc. Vous devriez observer une tension de 0,8 à 1,1 volt. Si la tension chute en dessous d'un demi-volt, le zinc doit être remplacé. Photographiez vos plantes à côté d'une règle ou d'un mètre chaque semaine afin de conserver un historique visuel de leur croissance. Pesez votre récolte à la fin de la saison sur une balance de cuisine. Et surtout, exécutez une ligne de contrôle.
Plantez les mêmes graines dans le même sol, avec le même ensoleillement et la même eau, mais sans bois, sans charbon de bois et sans cuivre. Laissez les deux plates-bandes pousser côte à côte. Laissons les chiffres parler d'eux-mêmes. Documentez tout. Partagez les résultats dans les commentaires. C'est ainsi que l'observation dans son jardin devient une science reproductible. Voici comment nous reconstituons la base de preuves qui a été archivée dans un dépôt gouvernemental, il y a 90 ans. Maintenant, fixons le prix. Un sac de fongicides synthétiques coûte entre 8 et 15 $ et nécessite une nouvelle application 4 à 6 fois par saison. Les granulés anti-limaces coûtent entre 10 et 15 $ par saison. Les suppléments de micronutriments à base de cuivre coûtent entre 8 et 12 $. Ajoutez du compost et vous en aurez pour 60 à plus de 100 $ par an pour un seul parterre surélevé. Sur 10 ans, de 600 $ à 1000 $. Quelques bûches mortes ne coûtent rien. Un sac de charbon de bois coûte 4 $. Un tuyau en cuivre coûte 2 $. Un clou en zinc coûte quelques centimes. L'installation totale coûte moins de 10 $. Sur 10 ans, moins de 10 $ contre potentiellement 1000 $. C'est tout un modèle économique qui s'effondre devant une expérience à 10 $. Chaque couche nourrit les autres. Le bois alimente la vie par en dessous. Le charbon actif maintient les réactions chimiques en place. Le cuivre et le zinc assurent le transport des oligo-éléments à travers la zone racinaire. L'eau est stockée par le bois et libérée à la demande. La chaleur dégagée par la décomposition rayonne vers le haut. Le biochar augmente la conductivité électrique, ce qui renforce la réaction galvanique. Le bois fournit du carbone organique aux microbes qui génèrent de l'électricité biologique. L'eau assure le fonctionnement de la pile galvanique et de la communauté microbienne. Retirez une seule couche, les deux autres resteront fonctionnelles. Combinez ces trois éléments et vous obtenez quelque chose qui se capitalise d'année en année au lieu de s'épuiser. La preuve se trouve dans la forêt amazonienne depuis plus de 2000 ans. Les sols de terrappa créés avant l'Empire romain sont encore fertiles aujourd'hui. Le charbon de bois est encore dans le sol. La seule chose qui a changé, c'est qui contrôlait le débat sur la façon dont les aliments devraient être cultivés. Aimez et abonnez-vous. Chaque personne qui construit un de ces lits représente un client de moins achetant 4 produits distincts chaque saison. Si cela vous semble intéressant à partager avec quelqu'un qui jardine, n'hésitez pas. Vous leur transmettez une information qu'une industrie entière a passé des décennies à dissimuler. Nous construisons une chaîne autour d'une idée simple. Les outils les plus efficaces pour cultiver des aliments ont déjà été découverts, coûtent presque rien et ne font presque jamais l'objet de publicité. Nous déterrons les connaissances scientifiques qui ont été enfouies et les remettons là où elles doivent être, dans votre sol. Cultivez vos propres aliments. Et dans la prochaine vidéo, nous levons le voile sur la technique d'arrosage la plus occultée de l'histoire agricole. Une méthode ancestrale qui n'utilise ni électricité, ni pompe, ni pièces mobiles pour acheminer l'eau directement aux racines des plantes sous terre pendant des semaines. Une civilisation installée dans le désert le plus aride de la planète l'a utilisée pour pratiquer l'agriculture pendant 3000 ans. Les Espagnols brûlèrent tous les manuels qu'ils purent trouver. Une étude universitaire moderne a comparé cette méthode à l'irrigation goutte à goutte et a constaté qu'elle utilisait 70% d'eau en moins, tout en obtenant des rendements égaux ou supérieurs. Nous avons retrouvé les recherches originales et nous allons vous montrer comment en fabriquer un pour moins de 5 $ à partir d'un seul morceau d'argile non émaillé. À ne pas manquer. Si cette révélation sur ce qu'une poignée de charbon de bois, une bûche morte et un tuyau de cuivre à 2 $ peuvent faire à votre sol, a changé votre façon de penser à la culture des aliments. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Nous mettons au jour l'histoire agricole et les secrets biologiques que l'industrie moderne a tenté d'enfouir. Cultivons ensemble un avenir plus autosuffisant. La prochaine avancée majeure concernant le potentiel de votre jardin sera révélée très prochainement.